Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'actualité de ce mardi 14 juin. Émotion et stupeur dans tous les commissariats de France. Après le meurtre de 2 policiers dans les Yvelines, aujourd'hui à Tours, l'heure était évidemment au recueillement. Les syndicats de police, eux, demandent plus de sécurité pour exercer leur profession. 150 000 € de déficit et une association au bord de la faillite. Après l'annulation de son festival, Au Quart de Tours tire la sonnette d'alarme et lance un appel aux dons. 55% de dons du sang en plus après les attentats de Paris, une solidarité dont font preuve les Américains depuis ce week-end au lendemain de l'attaque terroriste en Floride. À l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des médecins et des donneurs de sang. Et je vous le disais en titre, c'est toute la police nationale qui est endeuillée après l'assassinat des 2 policiers hier à Magnanville, à leur domicile, par un jeune homme de 25 ans. Un acte terroriste revendiqué par l'État islamique. Aujourd'hui, au commissariat de Tours, c'était l'émotion et la stupeur. Les syndicats n'hésitent pas à insister sur certaines revendications importantes pour continuer de bien faire leur métier en toute sécurité. Romain Delville. L'émotion est grande parmi les policiers après l'assassinat de 2 collègues des Yvelines hier soir. Pour les syndicats, la violence monte en degré de gravité. Attaque de commissariat, menaces sur des fonctionnaires de police et maintenant meurtre de policiers au retour de leur travail. Des faits qui appuient les revendications syndicales. C'est de revoir complètement les conditions de la légitime défense puisqu'on s'aperçoit qu'elles ne sont plus du tout adaptées à la situation actuelle. C'est de porter l'arme 24 heures sur 24, même si dans le cas d'hier soir, est-ce que ça aurait été nécessaire? Est-ce que malheureusement le collègue a eu le temps d'en faire usage ou pas? Ça, on ne pourra pas le savoir. Effectivement, après, je pense que c'est une vigilance de tous les instants. Vigilance et précaution, y compris en dehors des heures de service. Il est par exemple déconseillé aux policiers de partir du travail en tenue. L'état d'urgence leur permet aujourd'hui de porter leur arme en dehors du service. Ce syndicat voudrait généraliser cette mesure. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité à tous ceux qui le demandent, le souhaitent, donc d'avoir leur arme. Mais aujourd'hui, il faut savoir que sous des faits comme ça, à partir du moment qu'on est pris en surprise, notre arme malheureusement ne sera pas efficace. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on demande et que ce soit toute l'année. Sachant que nos collègues aujourd'hui, tous les soirs, quand ils rentrent chez eux, en général, ils ont leurs armes, puisque dès le lendemain, ils reprennent de leur service, donc on ne s'amuse pas à déposer nos armes dans la mûrerie. Changement de la notion de légitime défense, port d'armes 24 heures sur 24. Les syndicats en sont conscients, cela n'empêche pas les meurtres comme hier soir dans les Yvelines. Et cet acte terroriste est malheureusement loin d'être une première sur le territoire français. Il y en a déjà eu plusieurs. Rappelez-vous, en décembre 2014, à Joué-les-Tours, les policiers et le commissariat avaient déjà été pris pour cible. Retour en image avec Florent Carrière. Le 20 décembre 2014, Bilal Enzo Abonayo, un jeune homme de 20 ans, pénètre dans le commissariat de Joué-les-Tours avec une arme blanche. Au cri d'Allah Akbar, il s'en prend aux policiers, blesse 3 agents avant d'être lui-même abattu. C'est clair qu'un individu qui attaque un commissariat, qui attaque pas monsieur X ou Y, qui attaque manifestement les services de police en criant Allah Akbar, il y a de quoi se poser la question de savoir s'il a agi seul, s'il a agi sur ordre. En octobre 2015, 4 personnes seront interpellées dans cette affaire. Si un doute a plané sur les motivations terroristes de Bilal, l'agression de Joué-les-Tours est considérée comme le point de départ de la série d'attentats que connaît la France et dans laquelle les policiers font partie des cibles privilégiées. 1 an plus tard, à Tours, ce sont à nouveau les policiers qui sont menacés par un individu fiché S. Issa Kassiev, un Tchétchène de 27 ans, particulièrement radicalisé et de retour de Syrie, suit une policière et profère des injures devant le commissariat. Assigné à résidence au lendemain des attentats de Paris, les enquêteurs retrouveront lors de la perquisition de son domicile du Sanitas une vidéo dans laquelle il prête allégeance à Daesh. Lors de sa garde à vue à l'encontre des policiers, il dira « Je saurai vous reconnaître ». Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, tous les policiers ont été équipés de gilets pare-balles et certains d'armes lourdes. Un policier posté devant chaque commissariat et un rappel, ne pas filmer les visages des forces de l'ordre. Certaines polices municipales se sont par ailleurs armées. Ce fut le cas de Saint-Cyr ou de Ballon-Miré dans l'agglomération tourangelle.
Et suite au meurtre de ces 2 policiers, les drapeaux de tous les édifices du ministère de l'Intérieur ont été mis en berne aujourd'hui et pour 3 jours. À noter qu'une minute de silence sera observée demain à midi dans tous les services du ministère. Bernard Cazeneuve devait recevoir les syndicats de police et les personnels administratifs de la police nationale aujourd'hui à 18h au ministère de l'Intérieur. Loi travail et manifestations dans toutes les rues de Tours aujourd'hui. Et un bras de fer qui continue entre syndicats et gouvernement autour de la loi El Khomri. Cet après-midi, près de 2000 personnes ont battu le pavé. Estimation des manifestants, 1400 selon la police. Dans les rangs, peu d'étudiants ou de lycéens, le bac commençant demain. Majoritairement donc des salariés et des retraités. Les manifestations ne baissent pas. Il y a 6 mois, on n'aurait jamais imaginé ça. On est quand même à la 9e ou grosse journée de manifestation avec toujours autant de monde et plus de monde dans les rues. Donc les gens commencent à prendre conscience qu'il faut tous se mobiliser, tous dans la rue, contre cette loi El Khomri, contre le 49-3, contre le déni de démocratie et pour les travailleurs et la jeunesse. À noter que 700 Tourangeaux avaient fait le déplacement jusqu'à Paris. En tout cas, aucun incident ni débordement n'ont été recensés jusque-là à Tours. Seul un blocage du tramway vers 17h par 400 jeunes. Tours Métropole, les élus tourangeaux de droite et de gauche étaient réunis à Paris aujourd'hui pour porter le dossier devant le ministre des collectivités territoriales Jean-Michel Baillet. Durant près d'1 heure, le président de Tours Plus, Philippe Briand, ainsi qu'une demi-douzaine d'élus, dont Serge Babary, Jean-Patrick Gilles ou encore Jean-Gérard Pommier, ont défendu le projet de métropole tourangelle, évoquant le rayonnement économique, universitaire et culturel de l'agglomération. Jean-Michel Baillet s'est montré attentif aux arguments, mais il y a opposé un obstacle juridique. Selon les textes, il aurait fallu que Tours Plus soit constitué en communauté urbaine dès la promulgation de la loi de modernisation de l'action publique territoriale. L'obstacle paraît malheureusement rédhibitoire, mais les élus tourangeaux devraient prochainement demander des entrevues pour plaider une dernière fois leur dossier auprès du Premier ministre et du Président de la République. Nous vous en parlions hier, Ocars de Tours lance une opération Arche de Noé. Après l'annulation définitive du festival suite aux inondations de la plaine de la Gloriette. Il y a une semaine, les organisateurs font face à un manque à gagner énorme. Près de 150 000 € de déficit, soit près de la moitié du budget du festival. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas pu faire jouer leurs assurances. Résultat, pour éviter la faillite, l'association Bétonprod, organisatrice du festival, a lancé un appel à l'aide aux élus et aux collectivités, mais aussi un appel aux dons, à la solidarité. Alexandra Vives et Aurélie Renaud. Le petit chapiteau aura vu la crue puis la décrue. Voilà en tout cas ce qu'il reste de la 31e édition d'Ocars de Tours. Depuis l'annulation du festival, les concerts et les animations de soutien se sont multipliés. À cela s'est ajouté le soutien des festivaliers. Certains ont refusé d'être remboursés. Idem à la Guinguette qui a mis en place une tirelire. Elle restera là toute la saison. À l'origine, c'est plutôt des serveurs qui sont souvent artistes, musiciens ou comédiens et qui tout simplement étaient peut-être bénévoles ou ont voulu aller au festival ou jouer sur le festival et qui, par solidarité, ont tout simplement décidé de demander à leurs référents s'ils pouvaient mettre ça en place sur la Guinguette de Tours. Addition de tous ces soutiens, 10 000 € récoltés en 2 semaines. Mais on est loin de la facture totale. Dans les caisses d'Ocars, on est à moins 150 000 €. La menace, c'est la faillite. Et malgré cela, Ocars planche déjà sur sa 32e édition. Sachant que bien sûr les inconnues sont beaucoup plus grandes que d'habitude. Est-ce qu'on va rester à la Gloriette ou pas? Tout ça c'est des projections, sachant que tant qu'on n'a pas réduit le déficit, en tout cas où on n'a pas comblé le déficit, on ne pourra rien faire l'année prochaine si on n'y arrive pas. Mais en tout cas on a envie, l'envie est là, ça c'est sûr. Il y a 10 ans, l'île Ocars devenait trop petite. Avec ses 20 000 festivaliers en 5 jours, la Gloriette paraissait idéale, notamment depuis l'arrivée du tram. Mais la plaine est classée en ZEC, une zone d'évacuation des crues. En cas d'inondation, pas de remboursement de la part des assurances. Face à la menace, à la faillite, Ocars s'est tourné vers la mairie de Tours. Il faut que toutes les collectivités se mettent autour de la table, puisqu'il est bien évident que seule la ville ne pourrait pas soutenir à hauteur de cette somme-là le festival. La mairie de Tours ne souhaite donc pas aller seule sur ce dossier Ocars. Elle souhaite collaborer avec la région, le département et la DRAC. En attendant, Ocars sollicite soutien et bienveillance par le biais de son site internet avec un appel aux dons.
En bref, ce fait divers en Loir-et-Cher, un homme de 74 ans est décédé ce lundi 13 juin en début de soirée au lieu-dit Le Plâtreau à Sellôme. D'après les premières informations, il était en train d'essayer de sortir son tracteur de la boue quand l'engin s'est renversé. Le septuagénaire a été écrasé. 88 000, c'est le nombre de prélèvements sanguins effectués dans la foulée des attentats de Paris en novembre dernier, le signe d'un élan national de solidarité et d'un réflexe de citoyenneté dont ont fait preuve bon nombre d'Américains ce week-end au lendemain de l'attaque terroriste en Floride qui a fait 50 morts et plus de 50 blessés. Et à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des médecins et des donneurs qui restent mobilisés toute l'année. Robin Vatrin. Il y a 7 mois, quelques jours après les attentats du 13 novembre, l'émotion avait suscité la solidarité. Les Français faisaient la queue pour donner leur sang et tenter d'aider les victimes. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont portés volontaires. D'ailleurs, c'est ce qui se reproduit à l'heure actuelle aux États-Unis après les attentats. Je crois que l'émotion est tellement grande dans le pays, et c'est justifié, que les gens, ça déclenche le don de sang. Ce qu'il y a, c'est qu'à distance, on ne retrouve pas les donneurs de ce moment-là pour alimenter le don de sang régulièrement toute l'année. L'engouement avait été fort. Certains après-midi, rien qu'à Tours, plus de 100 donneurs étaient au rendez-vous contre une vingtaine le reste de l'année. Mais l'engouement avait surtout été bien trop éphémère, ne durant qu'une dizaine de jours. Moi j'avais trouvé ça un peu stupide, qu'il y ait la ruée d'un seul coup, puis après plus rien. Je pense que c'est un acte qu'il faut faire régulièrement, pas quand il y a vraiment besoin. Résultat aujourd'hui, parmi les donneurs, chacun a ses raisons et les attentats semblent bien loin. J'ai arrêté un moment et quand ma mère est tombée très malade et qu'elle a eu besoin de transfusion, j'ai eu une prise de conscience à dire effectivement, si les donneurs n'avaient pas été là, peut-être qu'elle n'aurait pas pu avoir cette transfusion. Donc j'estime que c'est normal, c'est un dû à la limite pour les autres. Tout le défi en cette journée mondiale du don du sang est donc d'impulser un nouvel élan qui puisse cette fois perdurer. Car depuis 3 ans, le nombre de dons n'a cessé de diminuer. Dès demain, France Bleu Touraine, 3e radio la plus écoutée du département, émettra depuis ses nouveaux studios dans le quartier des Deux Lions. Un déménagement prévu de longue date et une page qui se tourne. L'antenne occupait une partie de l'étage des Halles depuis 28 ans, époque à laquelle l'effectif ne comptait que 13 personnes contre 30 aujourd'hui. Désormais, 700 mètres carrés de surface et des équipements dernier cri qui auront coûté près de 300 000 € à eux seuls. Le but de ce déménagement, améliorer les conditions de travail et d'accessibilité, car la radio a vocation à s'ouvrir à de nouvelles perspectives et accueillir du monde. Visite des lieux avec Amanda Breuer-Rivera. Vous êtes déjà peut-être au courant. Il n'y a plus de carton, comment on fait? Il n'y a plus de carton, les gars. Et moi je prends l'extincteur, ça peut servir, on ne sait jamais. Bon ben moi je prends le micro. France Bleu Touraine déménage. Demain, l'équipe de France Bleu Touraine prend ses quartiers dans ce nouveau bâtiment de 700 mètres carrés, soit 2 fois plus que leur QG historique aux Halles. Le matériel dernier cri est vérifié par les techniciens spécialisés. Tout doit être vérifié avant la prise d'antenne. Le directeur euphorique parcourt les nouveaux locaux de long en large et peaufine les derniers détails. Tout doit être prêt pour demain. Tu le tiens? C'est bon? Du coup, déjà pour voir. Hein. Moi, j'ai un rédacteur en chef qui a des petits bras, alors ça va pas le faire. Vous êtes content? Si, ça le fait. Si, ça le fait. Ouais, ça le fait, mais il faut vraiment que tu le mettes au ras, quoi. Si, ça le fait, ça le fait. En moins de 30 ans, l'équipe a doublé de taille et les locaux sont devenus trop petits. Mais c'est peut-être surtout les bonnes performances de la fréquence qui ont poussé les maisons mères Radio France à investir plus d'1 million d'euros dans ce déménagement. L'année dernière, l'Onde Bleue a capté 63 000 auditeurs par jour, son record historique. La plaçant ainsi au poste de 3e radio la plus écoutée du département, derrière de grandes radios généralistes. Aujourd'hui, ce changement d'adresse et de matériel leur ouvre de nouvelles perspectives. Le fait qu'il y ait de la place dans ces studios, notamment celui qui est derrière moi, ça nous permettra de faire un peu de live. C'est vrai que pour enregistrer des groupes locaux, il faut des structures adaptées. C'était pas le cas précédemment. Là, aujourd'hui, on a un outil qui nous permet d'ouvrir des émissions au public et d'enregistrer quelques sessions de live qu'on verra aussi en vidéo sur le site francebleu.fr et sur l'appli France Bleu. En plus de projets sur le web, la radio du service public veut organiser des visites publiques de ses studios dès la rentrée. Coup d'envoi de cette nouvelle mue pour la 30aine d'employés, demain matin, dès 6 h.
En sport, football, on savait déjà que Samuel Bourg partait pour Reims la saison prochaine. Eh bien, on sait désormais que le latéral gauche de 28 ans ne s'est pas engagé pour une, mais 2 saisons à Reims. Samuel Bourg était arrivé au TFC à l'été 2013 et était en fin de contrat après 3 bonnes années sous les couleurs du club tourangeau. Le Tours Football Club n'avait proposé aux joueurs qu'une prolongation avec un salaire divisé de moitié. 150 000 € de déficit, une association au bord de la faillite et un appel aux dons et à la solidarité. L'avenir d'Occar de Tours est-il compromis? Nous en parlerons dans un instant avec Pascal Robert, président de Radio Béton. Restez avec nous, à tout de suite.